Installe-toi, prends ton café, car il faut que je te parle de la dernière sortie animée du moment. La saison 2 vient de commencer, c'est un vrai banger, alors laisse-moi te présenter aujourd'hui Solo Leveling. Juste, waouh. Et bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la review de l'épisode 8 de Solo Leveling, saison 2. C'est parti. Bon, cet épisode, il était génial, hein. Il y avait énormément de consistance, que ce soit dans la manière dont les combats nous ont été amenés, ou que ce soit dans toutes ces explications qu'on peut avoir sur les scénarios. Et surtout, c'est ça qui est bien dans cet épisode, on sent que ça bouge. On sent que toutes ces petites informations qu'on nous a semées pendant les 8 premiers épisodes, durant ces 8 semaines qui viennent de passer, et tout ça, ça nous permet d'apercevoir un petit peu ce qui nous attend dans la suite de cette licence. Et ça, encore une fois, c'est juste waouh. On va aborder deux axes importants dans cette vidéo. Tout d'abord, et bien évidemment qu'on va en parler, ce combat contre Baran, il est juste exceptionnel. Et sa rencontre avec Ezil qui va nous permettre peut-être de comprendre de plus en plus comment fonctionne le système et comment fonctionne l'évolution de Jinwoo avec ce système. Et puis on va parler de cette fourmi qui a été introduite dans l'épisode précédent et qui fait des carnages. Et il y a un énorme danger qui est aux portes de la Corée et qui, d'une certaine manière, introduit officiellement dans cet épisode le 4e raid de l'île de Jeju. Oh que c'est beau. Mais avant de commencer cet épisode, je tenais absolument à vous remercier pour l'accueil de la vidéo précédente sur la review de l'épisode 7. Vous avez été nombreux à regarder cette vidéo et nombreux à vous abonner, à liker et à commenter à la suite de celle-ci. Et pour tout ça, un énorme merci. J'en profite donc aussi pour te rappeler, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner pour me soutenir et me soutenir dans ces nouveaux projets, dans ce format de review de Solo Leveling. Et puis aussi à m'écrire ici en commentaire ce que toi aussi tu as pensé de cet épisode, j'aimerais bien savoir. Bon allez, on arrête de discuter de tout ça, on a énormément de choses à dire dans cette vidéo, donc c'est parti. On retrouve Jinwoo qui fait la rencontre d'Ezil, une jeune femme démon qui lui supplie de l'épargner. Et si tu te rappelles bien, il s'agit de ce démon qui a conclu l'épisode précédent et qui était apeuré devant Jinwoo. Ezil est différente de toutes les démons que Jinwoo a croisés jusqu'à présent. Les autres semblaient dénués d'intelligence et d'émotion, ce qui est totalement différent d'Ezil, qui pourrait complètement être prise pour une humaine si ses oreilles et l'effet sonore sur sa voix ne la trahissaient pas. En fait, ils ont fait une sorte d'effet un petit peu robotisé, on sent dans la voix d'Ezil qu'elle n'est pas naturelle, qu'elle n'est pas humaine. Ça fonctionne, ça nous permet de comprendre que c'est pas forcément le langage humain qu'il est en train de parler à ce moment-là, ou en tout cas si c'est le langage humain que Ezil utilise, que sa voix, elle, est différente de la voix d'un humain. Et donc la rencontre avec Ezil, elle est importante, parce qu'en fait, Ezil, pour ne pas se faire tuer par Jinwoo, va lui proposer en fait le laissez-passer de l'étage 80 et va également lui dire qu'elle connaît l'emplacement de tous les laissez-passer pour monter jusqu'à l'étage 100. Et donc ça, évidemment, ça intéresse énormément Jinwoo, ça va nous donner un petit coup de boost pour le scénario, mais il y a aussi cette discussion avec Ezil qui est super importante et qui nous donne un petit peu plus d'informations et peut-être même des réponses sur la situation du système et la manière dont les monstres fonctionnent. En effet, Ezil est le 3e monstre auquel Jinwoo se confronte qui est capable de parler avec lui. Il profite donc de cette occasion pour interroger Ezil sur cette fameuse voix que les monstres entendent dans leur tête depuis le début de la saison 2 et qui les pousse à tuer des humains. Et curieusement, Ezil et son clan n'entendent pas cet ordre-là, mais plutôt celui de protéger coûte que coûte ce lieu et cet étage. Et la grosse différence entre Bakura et Karga... c'est que eux avaient l'ordre de tuer les humains coûte que coûte. Et c'est absolument pas l'ordre que Ezil entend dans sa tête et que tout son clan, le clan Radir, entend dans sa tête. C'est-à-dire que eux, ils sont arrivés comme ça dans le monde de la tour avec l'ordre de protéger coûte que coûte les lieux dans lesquels ils se trouvent. Et elle nous informe aussi qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain téléportée dans cet endroit avec tous les autres démons sans aucune explication et que cet ordre est apparu au même instant dans leur tête. Avant ça, dans leur monde d'origine, ils préparaient une guerre contre un ennemi surpuissant. Pendant toutes ces explications, on observe déjà le même phénomène de glitch auquel on est maintenant habitué. Mais Ezil semble toujours en possession de ses moyens. Mais lorsque Jinwoo va essayer d'en savoir un peu plus sur l'identité de cet ennemi, l'entité qui contrôle Ezil va la faire tomber dans les pommes, avec une erreur système informant que trop d'informations ont déjà été données. Cette séquence, elle confirme à mes yeux le fait que tous ces événements malchanceux auxquels Jinwoo se confronte depuis le début de la saison 2 ne sont peut-être pas une simple coïncidence et ce serait peut-être bien orchestré par quelqu'un qui est derrière les ordres des monstres et qui serait peut-être bien aussi derrière la manière dont fonctionne le système. On a ce fameux portail rouge
qui a permis à Jinwoo de se confronter à Bakura. On a également cette tour des enfers avec un petit peu de quoi appâter Jinwoo de cet élixir de vie qui lui permettrait de soigner miraculeusement sa mère. Et on finit avec ce portail dans lequel il est rentré en tant que portefaix, qui s'est au final transformé aussi et qui lui a permis de se battre contre Croc et de gagner ce combat également. Et tout ça peut-être pour préparer Jinwoo à un potentiel danger, une potentielle menace, pourquoi pas celle qui avait été mentionnée par son père dans l'épisode 3, et qui pourrait peut-être être ces fameuses fourmis, et qui commence à montrer une réelle menace d'invasion pour le monde, ou en tout cas pour l'instant la Corée et le Japon. En parallèle de l'ascension de Jinwoo jusqu'en haut de la tour, la fourmi aperçue dans l'épisode 7 a fait des carnages sur cette petite île japonaise. Elle aura fait plus de 200 victimes, et 108 chasseurs auront été sollicités pour la mettre à mort. On sait de par des recherches faites par les Japonais et les Coréens qu'une fourmi équivaut à un rang A et qu'il y en a malheureusement des milliers. Cet épisode, il nous permet de sentir un peu cette inquiétude grandissante qui commence à s'installer à cause de ces fourmis qui commencent à muter depuis le premier raid de l'île de Jeju. Et on sent que cette menace s'installe de plus en plus et qu'elle devient problématique. Et le président Go reste submergé par ce danger. Il ne peut pas compter sur le soutien de la Chine, de la Russie ou encore des États-Unis pour leur venir en aide. Mais ils ont néanmoins été contactés par le Japon pour une réunion d'urgence. Et donc je me permets de mentionner la Chine, la Russie et les États-Unis parce que c'est le livre qui nous l'apporte. Et le livre nous apporte également le fait que Dong-Su souhaitait participer au raid de l'île de Jeju, sauf qu'on connaît les intentions de Dong-Su. Lui, ce qu'il veut, c'est tuer Jinwoo, et puis c'est tout. Et en ce sens, il a été interdit de passage sur le territoire de la Corée. Aussi, on a l'occasion de rencontrer un premier en nation. Le président Go pensait que sa venue concernait Jeju, mais il souhaitait en apprendre un peu plus sur ce fameux Jinwoo qui est le 10e rang S de Corée, et qui est pour l'instant introuvable étant donné qu'il est dans la tour. On comprend que la situation de la Corée l'importe peu, et il charrie même le président sur le montant que la Corée devrait débourser pour pouvoir se payer les services d'un renation comme lui. Et donc le président Go, il ne peut que se reposer sur l'aide du Japon, et c'est comme ça qu'on vient à rencontrer le fameux maître de guilde de la guilde numéro 1 du Japon, qui possède dans ses rangs 11 rangs S. Rien que ça. Le Japon vient avec un plan d'attaque pour le raid de Jeju. Ils nous apprennent que les fourmis mutantes ne vivent qu'un an, et proposent donc d'exterminer la reine des fourmis, et ainsi empêcher à ces fourmis de se reproduire, et permettre ainsi l'éradication lente des fourmis qui mourront au plus tard dans l'année. Le plan, c'est 10 rangs S du Japon qui vont être éparpillés autour de l'île pour pouvoir tuer toutes ces fourmis qui vont sortir de la ruche. Et pendant ce temps-là, les quelques effectifs de la Corée vont eux être en première ligne pour essayer d'éradiquer cette fameuse reine. On s'en rend peut-être moins compte dans l'animé que dans le livre, mais celui-ci nous montre à quel point le plan ne convient pas au président Go. Il sent que tous les risques sont majoritairement pris par la Corée, pendant que le Japon s'occupera des soldats classiques des fourmis. Malheureusement, il ne possède que 6 rangs S, sans savoir encore s'il peut compter sur le soutien de Jinwoo. Et donc il n'est malheureusement pas en position de force pour pouvoir proposer l'inverse et ainsi limiter les risques pour ses collègues à lui. Il est donc obligé de les mettre en première ligne. Et le livre nous permet également d'apprendre la motivation première de ce fameux maître de guilde japonais. Ce qui le motive lui, c'est le potentiel rang nation qu'il pourra récupérer après avoir battu toutes les fourmis, avoir éradiqué toutes les fourmis du fameux raid de Jeju et de passer de rang S à rang nation comme récompense de ce phénomène, tout en ayant pris le moins de risques possible étant donné qu'il donne le sale boulot à la Corée et que lui et ses rangs S resteront un petit peu à l'écart pour se battre que contre des fourmis communes de niveau A. Pour un rang S, au final, c'est rien du tout. En conclusion, le président n'est pas en position de pouvoir refuser la seule aide qui s'offre à lui et accepte donc le marché du Japon, ce qui a introduit officiellement le 4e raid sur l'île de Jeju. Et venons-en maintenant au dernier point, celui qu'on attend tous là, ce fameux combat contre Baran. Pourquoi pas. Jinwoo, avec l'aide des îles, a pu monter les 20 derniers étages sans réelle difficulté. On a pu observer quelques lieux différents de cette ville en feu à laquelle on est maintenant habitué, mais il s'agit quand même toujours de villes en ruine. Au 100e étage, Jinwoo a atteint le niveau 93, mais ce n'est toujours pas suffisant pour pouvoir être à égalité avec Baran. Et là, commence le combat final. Baran vs Jinwoo, et c'est une masterclass. Le combat est dynamique, diversifié dans ses plans et ses images. On commence à déceler une construction similaire où l'on va à chaque fois introduire les ombres iconiques de Jinwoo pour pouvoir montrer leur importance, celles d'Igris, d'Iron, Tank et Croc. D'ailleurs,
Ygritte et Tank qui sont montés de niveau durant l'ascension des étages 100. Maintenant, Ygritte, il est de rang S, et ça c'est pas n'importe quoi. Jinwoo rencontre plusieurs difficultés pour battre Baran tant qu'il est sur sa monture. On aura d'abord un très bel enchaînement pour arriver à bout de ce dragon qui se retrouve décapité. Et ça permet ainsi de proposer un combat au corps à corps intense entre nos deux personnages. Et on sent durant ce combat que Jinwoo, il est tout doucement submergé par la puissance de Baran. Ses ombres, elles se font détruire une par une, ses capacités, elles n'ont pas d'effet, et oui, il perd tout doucement tout son mana finalement. Ezil, qui jusqu'à présent était tiraillée entre aider un intrus qu'elle devrait éliminer ou aider le roi des démons qu'elle devrait servir, va prendre parti et ouvrir une brèche de quelques secondes à Jinwoo, ce qui va permettre de mettre un terme à ce combat et qui aura pour effet de nous proposer à nous spectateurs une séquence incroyable d'un uppercut de Jinwoo qui déchiquette son adversaire. Bon, ce combat, il était vraiment génial. On a vu énormément de choses. Il y avait de la fluidité, il y avait de la diversité. C'était dynamique, c'était super intéressant. Et c'est au final, à chaque fois, ce qu'on a envie de reprocher, même si ce n'est absolument pas un reproche, on est bien d'accord, ben on a envie que ces combats, ils durent un petit peu plus longtemps pour qu'on puisse en profiter, qu'on puisse encore voir de plus en plus d'images. Mais les combats, ils ont quand même l'art de toujours être très efficaces, même si condensés. Ils nous montrent une diversité de plans. Et donc, ça prouve encore une fois que les studios, ils sont très doués pour ce qui est de faire de l'animation de combat, comme ils nous l'ont fait ici avec Baran. Et alors, dans cet épisode, ils ont quand même pris une ou deux libertés. Il y a ces fameuses une ou deux séquences qui sont dans le livre et qui n'ont pas été mises dans l'animé, comme j'ai pu te l'expliquer un peu plus tôt, mais il y a également des séquences qui ont été rajoutées. Ils ont rajouté une ou deux séquences qui ne sont pas présentes dans le livre à ce moment présent. On a la discussion entre Sha et Choi, qui sont tous les deux conviés pour pouvoir participer au raid de Jeju. Et il y a aussi cette fameuse séquence de la décapitation de la vouivre, qui en fait n'est pas du tout comme ça dans le livre. C'est Croc qui, avec l'orbe d'avarice, va réussir à clouer au sol Baran. On voit la vouivre tomber avec lui. On peut comprendre que la vouivre est décédée suite à ça. Sauf que là, il y a une très belle initiative qui a été prise par l'animé selon moi, c'est de nous proposer cette scène de décapitation qui est quand même vachement plus claire et qui nous montre explicitement que la vouivre, elle est décédée. Et c'est assez intéressant que l'on parle de cette vouivre, parce qu'au final, c'est pas un démon, c'est une monture. Et Jinwoo, il s'en rend compte très rapidement dans le livre, parce qu'il se demande s'il n'est pas capable, au final, d'extraire l'ombre de cette vouivre, étant donné que jusqu'à présent, il était incapable d'extraire les ombres des mobs qui avaient la dénomination démon, ce qui n'est absolument pas le cas de cette monture-là. Et donc voilà un peu tout ce qu'il y avait à dire sur cet épisode. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que l'épisode t'a plu également. En tout cas, moi, plus les épisodes avancent et plus j'ai hâte d'en discuter avec vous et de voir un peu comment est-ce qu'ils vont illustrer tous ces événements principaux qui sont censés arriver, que ce soit avec le système et toutes ces questions que l'on peut se poser dessus et le rôle que Jinwoo a joué là-dedans, et également ce qui se passe avec cette île. Qu'est-ce qui se passe réellement? On nous en parle depuis toute une saison. On a envie de voir un petit peu tout ça avancer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour me soutenir, et sache aussi, je fais une petite parenthèse, qu'on va créer ici dans la semaine un serveur communautaire Cobblemon sur lequel toute la communauté est la bienvenue pour la remercier de tout ce soutien que vous m'apportez sur ces vidéos YouTube. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à rejoindre le Discord qui est noté ici ci-dessous pour voir toutes les informations à ce sujet et pouvoir nous proposer ta candidature. De mon côté, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine review de l'épisode 9 de Solo Leveling. Et d'ici là, je te souhaite de passer une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très vite. Au revoir.